Faut-il guérir de vivre? C'est une question impactante mais essentielle. C'est une question qui nous ouvre à regarder en nous ce qui s'épuise, ce qui doute, ce qui fait souffrance, mais qui continue quand même d'avancer. Aujourd'hui, je vais te parler du livre d'Anne Dufourmentel, Se trouver. Ce livre, il nous invite à une réflexion profonde sur qui on est vraiment. Elle nous montre que se connaître par nous-mêmes ne suffit pas et qu'il faut en face avoir un miroir qui nous reflète ce que nous sommes réellement et qui nous permet par la même occasion d'entendre ce qu'on refuse d'entendre à propos de soi. Parce qu'au fond, se trouver, c'est avant tout se rencontrer. C'est oser écouter toutes les parts de soi, même celles qu'on voudrait enfouir au plus profond de nous. C'est un chemin qui est à la fois doux et courageux, parce qu'il nous force à voir des vérités qu'on a enfouies dans notre inconscient et qu'on n'a pas forcément envie de voir. Et c'est là que l'écoute devient une clé essentielle. Et cette écoute-là, cette écoute intelligente, elle peut venir à la fois d'une amie, d'un ami ou aussi d'un professionnel qui te permet d'entendre ce que toi tu n'entends pas de toi-même. Et dans ce livre, Anne Dufourmentel, elle explore des thèmes qui sont vraiment d'actualité en ce moment. Et ce sont des thèmes qui nous touchent tous. La fatigue constante, la solitude, les déceptions amoureuses, les relations d'emprise ou encore les insomnies, les angoisses et les addictions. Et tous ces thèmes, ils façonnent notre identité sans qu'on s'en rende compte. Et ils façonnent aussi beaucoup de questions auxquelles parfois on ne trouve aucune réponse. Donc si t'es prêt, on va plonger au cœur de ce livre ensemble. Je vais venir t'expliquer les concepts clés, je vais revenir parfois les remettre en question et les comparer à certains concepts qu'on connaît aujourd'hui. Et surtout, je vais t'aider à voir comment toi aussi, tu peux te rencontrer vraiment. Donc si t'es prêt, prends un petit thé, prends une grande inspiration et prépare-toi à te voir autrement. Dans son livre, elle commence par un thème crucial et d'actualité, la fatigue. La fameuse question « Comment tu te sens ?» c'est une question qu'on entend tous les jours, qu'on nous pose tous les jours. Et moi je dois dire qu'une des réponses que j'entends le plus souvent, que ce soit dans mon entourage ou au cabinet, c'est « Je me sens fatiguée ». La réponse c'est pas triste, en colère, angoissée, c'est « Je suis fatiguée ». Juste fatiguée. Comme si c'était l'émotion par défaut, comme si c'était la seule réponse acceptable pour cacher un mal-être. Parce que oui, aujourd'hui, la fatigue, c'est presque banalisé dans notre société. On en fait quelque chose de presque positif. Sous-entendu, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup donné, j'ai été très productif. Comme s'il n'y avait que ça qui compte finalement. Parce qu'elle explique, et très justement je trouve, que dans notre société, on valorise le faire plutôt que l'être. Parce que oui, on nous apprend à faire, à produire toujours plus, alors que juste être, exister, être là, c'est quelque chose de très important et qu'on met sur le côté, comme si ça n'avait aucune valeur. Il y a moins de place pour l'imagination, le rêve. Pourtant, on a sincèrement besoin des deux pour exister. On ne peut pas juste faire sans jamais s'écouter. La fatigue, ça arrive vraiment comme un signal d'alerte. C'est pas juste le fait de se sentir épuisé. C'est pas juste un manque de sommeil, c'est le signe vraiment vital que quelque chose ne va pas. Alors maintenant tu peux te poser la question, pourquoi est-ce qu'on s'accroche à cette fatigue? Pourquoi certaines personnes ne sortent jamais de cet état d'épuisement? Et bah la réponse, elle se situe dans l'inconscient des personnes. Elle explique qu'en thérapie, on parle de bénéfices secondaires. Les bénéfices secondaires, c'est les bénéfices cachés qu'on obtient par rapport à une situation vécue comme d'apparence négative. Imagine par exemple quelqu'un qui se plaint tout le temps d'être fatigué. Alors cette souffrance, elle est vraie et elle est vraiment vécue et elle est légitime. Et en même temps, peut-être que ça apporte à cette personne certains bénéfices, comme par exemple de l'attention. Ou alors une excuse aussi légitime pour se déresponsabiliser de certaines situations, pour éviter certaines choses, sous prétexte que la personne est fatiguée. Alors attention, ça ne veut pas dire que cette personne, elle fait semblant. Ce qu'il y a dans l'inconscient, on ne s'en rend pas compte par définition. Mais ça veut dire que cette fatigue, il faut l'écouter comme un signe. Ça a une fonction qui veut nous dire quelque chose d'important. Cette fatigue, elle a un rôle. Donc si toi-même, tu te sens souvent fatigué, je vais t'inviter à te poser cette question. Qu'est-ce que je gagne à rester fatigué? Et surtout, comment puis-je obtenir autrement ce dont j'ai besoin? Si on reprend mon exemple de l'attention, de la fatigue qui amène de l'attention parce qu'on va se plaindre à certaines personnes, alors l'idée ça peut être de te poser la question, comment je peux avoir cette attention autrement? Et surtout, cette réflexion elle nous amène à une autre dimension qui est très intéressante, qui est-ce que la fatigue est seulement un signe de manque de repos? Et si on voyait la fatigue sous un autre angle, qui était peut-être le signe de vivre une vie qui ne nous épanouit pas? Peut-être que cette fatigue c'est le signe de vivre une vie qui ne nous ressemble pas. Anne Dufourmentel l'explique. Quand on fait des choses qui prennent sens pour nous, on ne ressent pas de fatigue. Du coup, ce qui nous épuise, c'est pas tant le fait d'agir, c'est d'agir vers des choses qui ne prennent pas sens pour nous. La fatigue, c'est faire des choses qui ne nous ressemblent pas. Imagine par exemple une personne qui suit une carrière, non pas parce qu'elle en a envie, mais plutôt par obligation ou loyauté inconsciente envers sa famille. Ça peut être le cas par exemple de quelqu'un qui devient ingénieur ou médecin, parce que c'est ce que sa famille attendait de lui. Mais au fond, cette personne, elle vit avec un masque.
Elle vit avec une partie d'elle qui est divisée. Il y a une partie d'elle qui fait ce qu'on attend d'elle, et il y a une autre partie qui crie en silence, étouffée sous des choix qui ne sont pas les siens. Et cet effort constant pour se cacher, c'est épuisant. C'est porter un masque et toujours vouloir cacher des parties de soi. Et ça prend énormément d'énergie. Ce que tu peux retenir de ça, c'est que vivre, c'est pas fatigant. Ce qui est fatigant, c'est de vivre à côté de soi-même. Et se retrouver, c'est retrouver son énergie. Donc la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la fatigue, c'est pas une fatalité. La fatigue, elle a un message à t'apporter. Peut-être celui que tu vis pas une vie qui te correspond pleinement. La fatigue, c'est un message, c'est une invitation à écouter ce qui en nous crie à l'aide. Se trouver, c'est retrouver les parts de soi perdues. Celles qu'on a mises de côté pour faire plaisir aux autres, celles qu'on a étouffées par peur du jugement, par peur de l'échec, celles qu'on a ignorées mais qui au fond de nous ont jamais quittés. Et si la vraie question, c'était pas de quoi est-ce que je suis fatiguée, mais plutôt de quoi est-ce que je suis en train de m'éloigner. Elle explique aussi quelque chose avec lequel je suis plutôt d'accord, qui est que travailler sur soi, c'est accepter une perte. On va perdre les bénéfices secondaires qu'on avait créés grâce à cette situation. On va perdre nos repères. On va aussi perdre l'illusion que tout va bien. Mais c'est aussi retrouver quelque chose de plus grand, la liberté d'être soi-même. Alors oui, ça peut être très inconfortable. Ça peut remettre en question ton travail, tes relations, tes habitudes. Mais au bout du chemin, tu vas te trouver toi. Et peut-être que cette fois, au lieu de te dire « je suis fatiguée », tu pourras te dire « je suis en train de me trouver ». Et puis se rencontrer, c'est essentiel avant de pouvoir rencontrer l'autre. Et c'est ce qu'elle va aborder dans le chapitre 2 de ce livre. Dans ce chapitre, elle nous parle de la solitude affective. Et elle invite à se poser la question suivante. Est-ce que tu es célibataire ou est-ce que tu es seul? Parce qu'au fond, c'est pas du tout la même chose. Le célibat, ça peut être une période d'introspection pour se retrouver soi, pour se reconnecter à soi. Mais le fait de se sentir seul, c'est un célibat subi. C'est une sensation d'être en attente, de ne pas trouver sa place, qu'il nous manque quelque chose sans l'autre. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé si cette place n'était pas déjà prise? Anne Dufourmentel, c'est ce qu'elle explique dans son livre, que le célibat cache parfois un engagement inconscient pris auprès de quelqu'un d'autre qui nous empêche d'accéder à la rencontre de l'autre. C'est comme si entrer dans une histoire d'amour signifiait abandonner quelqu'un d'autre. Mais qui est cet autre dont on parle? Ça peut être un amour passé, ça peut être un frère ou une sœur disparu avant la naissance, ça peut être un parent dont on a porté les souffrances inconsciemment, ça peut être un grand-parent dont on porte le nom. Donc le célibat, ça peut être une fidélité invisible. Avant de développer ce passage, je tiens à dire que c'est pas la seule raison qui fait qu'il y a certaines personnes qui restent seules. Il peut y avoir d'autres choses qui se jouent derrière. C'est une piste d'exploration qu'elle propose, mais je tiens à rappeler que ce n'est pas une piste exhaustive. On pense souvent que nos choix amoureux nous appartiennent, mais parfois ils sont marqués par notre histoire familiale. Le transgénérationnel, on en entend beaucoup parler, et en effet, c'est quelque chose de très puissant. Certaines personnes restent seules, sans comprendre pourquoi. Et pourtant, quand on trace leur histoire, on peut se rendre compte qu'il y a des choses dans leur vie familiale qui sont très impactantes et marquantes à ce niveau-là. Il y a souvent une empreinte laissée par un ancêtre. Ça peut être un grand-père, une grand-mère qui a perdu un amour tragiquement et dont on porte la trace inconsciemment. Ça peut être une arrière-arrière-grand-mère qui a passé sa vie seule et qui en a énormément souffert. L'inconscient familial dans ces situations, il peut envoyer un message « l'amour est dangereux ». L'inconscient familial dans ces situations, il peut envoyer un message silencieux qui est « aimer, c'est dangereux ». Alors, pour se protéger de ce destin tragique, on s'empêche inconsciemment d'accéder à l'amour. Mais la bonne nouvelle, c'est que prendre conscience de ces fidélités, c'est déjà s'en libérer. Si tu t'es senti concerné par ça, tu peux alors te poser la question. À qui suis-je en train d'être fidèle? Quelle peur n'est pas vraiment la mienne? Et est-ce que mon célibat est un choix ou est-ce que c'est une histoire qui ne m'appartient pas et que je reproduis? Je tiens aussi à te dire quelque chose d'important, selon moi, qui est que aimer, c'est prendre le risque d'être blessé. Aimer, c'est accepter le risque de perdre. Et parfois, le vrai obstacle à l'amour, c'est la peur. La peur d'être blessé, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être abandonné. Et ces peurs sont légitimes, mais aimer, c'est prendre le risque de perdre. L'amour, c'est fait de joie, mais c'est fait aussi de distance, de manque. Mais il y a certaines personnes qui se bloquent d'aimer parce qu'elles ne sont pas prêtes à accepter ce risque-là. Elles ont trop souffert, ou alors elles ont appris que l'amour était quelque chose de vital, était quelque chose qui devait venir les combler. Mais l'amour, c'est pas là pour donner un sens à ta vie. Si on attend d'une relation qu'elle vienne remplir un vide, alors cette relation devient un fardeau, et elle ne peut jamais se faire dans de la liberté. Aimer, ce n'est pas se dire « évite-moi d'être avec moi-même ». Aimer, c'est dire « je suis entier et je choisis d'être avec toi ». Aimer, c'est aussi se trouver soi pour trouver l'autre. L'idée, c'est pas de fuir l'amour, c'est de venir le rencontrer autrement, avec toutes les parts qu'il comprend. Je trouve que dans son livre, Anne Dufourmentel dit une phrase qui est magnifique. Elle dit « rechercher un autre nous conduit à là où on s'est perdu soi-même ». Ce n'est pas dans l'autre qu'on se retrouve, mais c'est en se trouvant soi-même qu'on peut pleinement rencontrer l'autre. Alors la question à te poser, ça peut être « où est-ce que je me suis perdue? Qu'est-ce que je peux apprendre sur moi avant d'aller chercher quelqu'un d'autre ?»
Parce que je t'apprends rien en te disant qu'un amour qui se construit sur le manque, c'est un amour qui restera fragile. Parce que quand on arrive à rester seul, à apprécier sa solitude, quand on sait là où on est vivant, c'est là qu'on peut vraiment rencontrer l'autre. Et je te dis ça pour t'inviter à voir que la solitude, c'est pas une punition, c'est une invitation à te rencontrer toi. Parce que plus on est connecté à soi, et plus on peut être connecté aux autres. Du coup, si au lieu d'attendre une rencontre, on commençait pas par déjà se rencontrer soi-même. On l'a vu, la solitude affective, c'est pas juste une question de ne pas avoir de relation. C'est un immense vide qu'on ressent à l'intérieur de soi et qu'on va chercher à combler par l'extérieur. Mais cette attente, elle peut aussi nous rendre vulnérables. Parce que quand on cherche à tout prix quelqu'un pour venir remplir un vide en nous, alors on peut tomber sur quelqu'un qui va profiter de cette faille-là. Et c'est ainsi que certaines relations peuvent devenir des relations d'emprise. Elle en parle dans le chapitre 3 de ce livre, les relations d'emprise, qui est un sujet dont on entend énormément parler en ce moment, donc ça va être chouette de pouvoir reposer des bases à propos de ça. Mais alors tu peux te poser la question, pourquoi est-ce qu'on entend parler principalement de ces sujets maintenant? Selon Anne Dufourmentel, qui a écrit le livre il y a déjà quelques années, elle explique que le narcissisme serait une grande figure de notre époque, qui est très adaptée à notre époque. Comme on a pu le dire, la productivité est au cœur de tout maintenant. On est dans un monde où l'image prime sur le fond, où l'ego est survalorisé et où la séduction est partout. Mais du coup déjà on va poser les bases et définir ce qu'est une relation d'emprise. Elle intervient et parle, alors je nuance parce que c'est pas exactement la même chose, des pervers narcissiques, qui est un concept qui a été développé par Paul-Claude Racamier dans les années 1980. Et il désigne ces personnes comme des personnes manipulatrices qui vont se servir des autres pour remplir leurs propres besoins. Il place les autres en tant qu'objet et non en tant que sujet. Il voit vraiment l'autre comme un objet à posséder, comme un objet à contrôler. Donc comme tu l'as compris, l'idée principale du pervers narcissique, c'est de posséder l'autre. Mais pas par la force. Ça va se faire d'une manière qui est très subtile, par la séduction. L'implicite qu'il va y avoir derrière ces relations, c'est je vais te protéger, je vais te montrer le chemin, je vais te dire ce qui est bien pour toi. Et ce qui va se passer, c'est que peu à peu, subtilement, l'autre va perdre ses propres repères intérieurs. Il ne sait plus ce qu'il veut, ce qu'il pense, ce qui est bon pour lui. Donc il perd sa boussole intérieure et ça, c'est le vrai danger de cette situation. Ce qui est vraiment dangereux là-dedans, c'est ce qui va être effacé, l'identité, la confiance en soi, la capacité à savoir prendre des décisions par soi-même. Mais alors tu peux te poser la question, et à juste titre, pourquoi certaines personnes tombent sous emprise? Alors déjà, je tiens à remettre les pendules à l'heure. Tout le monde peut être manipulé. Seulement, il y a certaines personnes qui sont plus vulnérables à ça. Notamment, Anne Dufourmentel l'explique, mais encore une fois, c'est pas la seule option qui est possible, les personnes qui n'ont pas eu de figure paternelle présente. En effet, la figure paternelle, non pas le père, mais vraiment la figure paternelle, c'est celle qui va permettre à l'enfant d'acquérir un cadre, d'acquérir des repères propres à lui. Donc pour des personnes qui n'ont pas eu une figure paternelle qui a été présente, elles peuvent douter d'elles-mêmes et ne pas avoir pu construire ce cadre et ces repères en elles-mêmes. Et donc pour elles, c'est un vrai soulagement quand elles tombent sur quelqu'un qui leur fait comprendre qu'elle sait mieux qu'elles. Le problème, c'est que cette protection peut devenir une prison. Alors de l'extérieur, quand on voit ces relations, on peut ne pas comprendre. Pourquoi est-ce qu'il part pas? Pourquoi il reste? On apprend des choses des fois par la suite en se disant mais mince, comment tu as pu rester dans cette relation-là? Mais en fait, il faut savoir que l'emprise, elle est subtile. Elle se voit pas, elle est insidieuse et elle s'installe progressivement. Et elle se construit avec des jeux d'alternance entre dévalorisation et moments d'affection, d'amour. En fait, pour te faire une métaphore, c'est un peu comme au casino. On y va, on joue, on perd, on perd, on perd. Et le moment où on gagne, alors là c'est merveilleux. Parce que ça provoque un shoot de dopamine. Et on va se raccrocher à ce petit moment de bonheur, à ce petit shoot de dopamine en espérant à tout prix qu'il revienne. Et bah les relations d'emprise, c'est exactement la même chose. Les moments de dévalorisation font que les moments de valorisation sont amplifiés et démultipliés. C'est vraiment les montagnes russes émotionnelles. Et une personne sous emprise, elle va perdre sa propre vérité intérieure. Elle sait plus ce qui est bon ou mauvais pour elle. La clé, si tu te reconnais dans ça, que tu traverses ça ou que tu connais un proche qui traverse ça, c'est vraiment de retrouver sa boussole intérieure, sa vérité intérieure. C'est de venir remettre du sens sur ce qui est acceptable ou pas acceptable. Et ça va vraiment dépendre de nos critères internes. Mais souvent, ces personnes, elles vont ressentir de la honte. C'est ce que Anne Dufourmentel explique dans son livre. Ce qui fait qu'elles vont pas avoir accès à certaines émotions, comme par exemple la colère. Parce que la honte, elle vient réprimer les autres émotions. Alors elles se taisent, elles minimisent. Alors que la colère, ça permet d'agir, ça permet de poser ses limites de manière saine. La colère, c'est un peu une preuve d'estime de soi, elle est là pour nous protéger. Alors, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui vit ça, n'hésitez pas à lui dire que c'est pas acceptable cette situation pour lui. Et l'idée, c'est de l'accompagner à son rythme. Peut-être qu'au début, cette personne n'en prendra pas conscience ou n'aura pas envie d'entendre ça. Mais c'est important de pouvoir lui rappeler qu'elle n'a pas accepté ça. Et vous pouvez également lui rappeler que comprendre ne veut pas dire excuser.
Parce que ces personnes parfois peuvent avoir une grande sensibilité, une grande empathie, et pourront comprendre énormément les autres. Mais il y a une différence à faire entre comprendre l'autre et comprendre pourquoi il agit ainsi, et en même temps ne pas accepter. On peut comprendre pourquoi quelqu'un agit comme ça, et on peut pour autant ne pas accepter. Une personne sous emprise, souvent, elle suit un programme intérieur qui est inscrit en elle depuis l'enfance, qui est « tu seras aimé au prix d'être nié ». Mais il est possible de reprogrammer cette croyance. Il est possible de retrouver sa boussole intérieure. Mais parfois, la seule solution pour ces personnes-là, c'est ce que Anne Dufourmentel explique dans son livre, ça va être de partir pour pouvoir se reconstruire. Alors, on a vu comment une relation peut nous couper de nous-mêmes, comment sous emprise, on peut perdre notre boussole intérieure, et du coup se perdre nous-mêmes. Mais parfois, c'est pas l'autre qui nous piège. Parfois, c'est nous qui revenons toujours au même endroit. Tu peux te poser la question, pourquoi certaines histoires finissent-elles toujours de la même manière ? Pourquoi est-ce que je rejoue toujours le même scénario, les mêmes blessures ? Alors ça, en tout cas en amour, c'est ce qu'on appelle la répétition amoureuse. Et c'est l'une des clés les plus importantes pour comprendre nos échecs amoureux. Est-ce que tu as déjà eu l'impression de te retrouver coincé dans les mêmes scénarios amoureux, que peu importe la personne, tu répètes toujours les mêmes histoires, les mêmes disputes, les mêmes abandons, les mêmes frustrations. Anne Dufourmentel l'explique. Nous rejouons inconsciemment les blessures de notre enfance. On cherche une fin différente, mais on utilise les mêmes éléments. Et donc à la fin, on arrive au même résultat. Cette idée de la répétition amoureuse, je la trouve passionnante et je vais l'éclairer aussi avec la neurobiologie et les connaissances qu'on a maintenant. Lorsqu'on vit un trauma, une partie de notre cerveau, l'amygdale, qui est située juste ici, se fige. Normalement, quand le processus se passe de manière classique, on vit quelque chose et les souvenirs sont classés dans l'hippocampe, qui lui classe les souvenirs. Il nous permet notamment de distinguer le passé du présent. Mais quand on vit un événement traumatique, on reste bloqué et on ne fait plus cette distinction entre le passé et le présent. Le souvenir ne devient pas un simple souvenir du passé, il devient une émotion vive qui est ravivée dans l'ici et le maintenant. Et c'est là que le cerveau, il va chercher à réparer ça parce que lui, il a besoin que la chose puisse se résoudre, il a besoin de pouvoir le classer. Donc inconsciemment, il va se remettre dans les mêmes situations en espérant pouvoir enfin classer ce qu'il a vécu. Il a l'espoir d'en changer l'issue et de pouvoir enfin digérer cet événement. Mais je t'apprends rien en te disant que refaire le scénario avec les mêmes bases ne change absolument pas la fin. Alors tu te poses peut-être la question, comment est-ce qu'on repère une répétition amoureuse ? Et bien la réponse, Anne Dufourmentel la donne, c'est la force de l'émotion. Et ça se confirme avec notre théorie sur le trauma et sur la neurobiologie. L'émotion est vécue comme dans l'instant, alors qu'elle appartient au passé. Quand une situation déclenche une émotion qui paraît disproportionnée, ravive une blessure, alors c'est le signe. C'est le signe qu'il y a une répétition qui est en train de se produire pour toi. En fait, il faut savoir que dans ces moments-là, c'est pas juste l'histoire qu'on est en train de vivre qui nous affecte, c'est tout ce que ça vient réveiller en nous. Et c'est là qu'une clé essentielle entre en jeu, celle de l'écoute de notre enfant intérieur, qui est en train de nous parler à ce moment-là, même qui hurle. En fait, chaque répétition amoureuse, c'est juste le passé qui revient et qui demande à être entendu enfin. C'est un enfant en nous qui hurle ce qu'il a vécu sans jamais être écouté. Parce qu'on n'a pas envie de se confronter à ces émotions, à ces sensations-là. Mais ce qui change tout, c'est que cette fois, on peut l'entendre. Ce qui s'est passé, c'est passé. Et nous, on est ici, là maintenant. Et dans le présent, on peut enfin écouter ce qui s'est passé. Après, parfois, il faut savoir que la répétition, elle est assez rusée et qu'elle va se cacher sous forme de nouveauté. Parfois, on croit être sorti du schéma. On se dit, cette fois, c'est différent. Mais est-ce que ça l'est vraiment ? Par exemple, quelqu'un peut avoir grandi dans un environnement avec que des conflits chez lui. Et du coup, il peut choisir un partenaire avec lequel il y a zéro conflit et se dire « je n'ai pas reproduit le schéma ». Mais en réalité, il peut reproduire une autre forme de distance affective en évitant les conflits, en évitant toute discussion importante. Donc tu vois, c'est différent en apparence, mais en profondeur, c'est exactement la même chose. Ou alors on peut prendre l'exemple de quelqu'un qui a grandi dans un foyer violent et qui dans ses relations ne réagit pas au conflit et se mure plutôt dans le silence pour ne pas reproduire des cris, des gestes brusques. Sauf qu'en pensant avoir évité la violence, en fait il la reproduit, parce que le silence, c'est une forme de violence. Ne pas répondre à quelqu'un, ne pas lui donner de contact, c'est de l'agressivité passive. Et donc parfois on change la forme, mais le fond reste le même, et ça peut être le piège. Mais alors pourquoi est-ce qu'on accepte parfois de reproduire les mêmes schémas, de se remettre dans les mêmes situations ? Eh bien tout simplement parce que c'est quelque chose qui est familier pour nous. Il y avait un auteur, je sais plus lequel, qui dit « Le cerveau préférera toujours un enfer connu à un paradis inconnu ». Mais je tiens à dire que c'est pas parce que quelque chose est familier pour toi que c'est normal et que tu devrais l'accepter. Aller à l'écoute de nous-mêmes et de notre souffrance, c'est arrêter de normaliser certaines choses, c'est arrêter de minimiser certaines choses. Alors oui, ça remet en question nos fondements et ce qu'on a toujours connu, mais ça peut être très guérisseur. Enfin, je te parle de guérison, mais ce dont il s'agit, c'est pas tant de guérir, mais plutôt de se retrouver soi, d'aller au contact de sa vérité. C'est se retrouver soi, au-delà des schémas, au-delà des répétitions. C'est se trouver pour ne plus se perdre dans l'autre.
Parce qu'une fois qu'on a été à l'écoute de notre enfant intérieur et de la vérité qu'il a envie de nous dire, alors une autre issue devient possible. Alors, grâce à ce chapitre, on vient de voir que les blessures du passé, ils peuvent se rejouer dans le présent, et notamment dans nos relations. Mais parfois, ces blessures, elles peuvent venir d'un passé qui a été heurté par des choses vraiment difficiles. Donc, Anne Dufourmentel, elle aborde un sujet dans son livre qui me semble important d'aborder, qui est celui de l'inceste. Je tiens à rappeler que 1 Français sur 10 est concerné par l'inceste. Et c'est un sujet dont on ne parle pas forcément énormément. Alors déjà, je vais commencer par définir ce qu'est l'inceste. L'inceste, c'est l'établissement de rapports inappropriés et intimes entre un membre de sa famille et un enfant. Mais c'est pas seulement un acte physique, c'est aussi un brouillage des repères internes de l'enfant qui se produit à cet instant. Et ça va vraiment brouiller les repères fondamentaux qu'a l'enfant avec le monde extérieur. Dans ces situations-là, elle explique qu'un enfant obéit à son parent pour ne pas perdre son amour. Et ça, c'est un élément crucial à prendre en compte. L'enfant, il dépend du parent pour survivre. Et donc l'enfant, il sait que le parent est pour lui indispensable. Du coup, il est pris dans des enjeux de pouvoir et dans un piège invisible. L'adulte, il peut déguiser l'acte en plusieurs choses, en un jeu, en une preuve d'amour, en un secret partagé entre deux. Il faut prendre en compte que dans ces situations, elle explique très bien que la limite du corps n'existe plus. C'est comme si l'enfant appartenait à l'adulte. L'adulte, dans ces moments-là, il met l'enfant à sa hauteur, et l'enfant se sent inconsciemment privilégié. Parce qu'un enfant, il a besoin de savoir qu'il est indispensable auprès de ses parents. Et ça a des conséquences sur l'enfant. Parfois, il n'y a pas d'acte incestueux, mais par contre, il peut y avoir une atmosphère incestuelle qui peut exister dans certaines familles. Et ça, c'est important aussi d'en parler. Le climat incestuel, ça me fait notamment penser au principe de systémie, qui est celui de la famille enchevêtrée. Dans ces familles, tout est fusionnel, il n'y a pas de séparation claire entre les individus. Tout le monde se mêle de tout, de toutes les histoires de vie, et l'autonomie, l'individuation est perçue comme menaçante pour l'équilibre de la famille. Dans ces familles, l'enfant ne s'appartient jamais vraiment. Les frontières sont diffuses et chacun se sent responsable de l'état émotionnel de l'autre. Alors que, je le rappelle, chacun est responsable de ses propres émotions et de la gestion de ses propres émotions. Dans ces familles, l'enfant est souvent parentifié. Il devient le soutien émotionnel du parent ou des parents et il obtient un rôle qu'il n'aurait jamais dû avoir. Et les conséquences, elles ressemblent à celles d'un inceste. Un problème d'individualité, une dépendance affective, une angoisse de séparation. En fait, dans ces moments-là, il y a une confusion totale entre les limites entre soi et l'autre. Parce que oui, quand on parle d'inceste, on pense aux limites physiques. Mais c'est pas que ça les limites. Les limites psychiques sont tout aussi importantes. Et les limites psychiques, ça va constituer en les limites émotionnelles, les limites d'identité. Et en fait, il faut savoir qu'un adulte ne doit pas franchir certaines limites avec un enfant. Je vais te donner des exemples pour illustrer parce que c'est important de développer ce point. On n'entre pas dans la chambre d'un enfant sans frapper, sans lui demander l'autorisation. On lui pose pas de questions intrusives sur sa vie intime. Il a le droit d'avoir son jardin secret. On ne lui confie pas des responsabilités d'adulte. Et surtout, on ne l'instrumentalise pas pour réparer ses propres blessures. Un enfant, c'est pas là pour combler un manque. Un enfant, il n'est pas là pour être le soutien affectif de son parent. L'enfant, il a le droit de vivre sa vie d'enfant. En résumé, elle explique qu'un enfant victime d'inceste, il grandit avec une image de lui qui est fracturée. À l'âge adulte, ça peut donner deux réactions opposées selon Anne Dufourmentel, même si, bien sûr, je rajouterai, c'est pas exhaustif. Ça peut donner lieu à soit un retrait des liens affectifs, soit au contraire à une hypersexualisation. Après, moi, je rajoutais que dans certains cas, ça amène aussi à une reproduction, comme on a pu voir juste avant, en choisissant par exemple des partenaires abusifs. La honte, elle encore ici, empêche l'expression du chagrin et de la colère. Elle va minimiser les faits, elle fige, elle fait se taire. Mais accepter de ressentir, c'est déjà commencer à se libérer de ce qui s'est passé. Alors, elle rappelle à juste titre que l'enfant qui a vécu ça, il ne pouvait pas dire non. Parce qu'il avait trop d'enjeux à perdre à ce moment-là. Le prix affectif aurait été trop grand. Et du coup, l'adulte qu'il est devenu peut ressentir une culpabilité immense de ne pas avoir dit non. La clé, c'est de venir reconnecter avec toutes les parts de soi. De comprendre qu'il est à la fois cet enfant qui a aimé son parent et cet enfant qui ne voulait pas que ça arrive. Il n'y a pas de contradiction, pas d'opposition. C'est vraiment les deux en même temps. Et c'est en réunissant ces parts-là qu'on peut commencer à se reconstruire. Alors là, on vient de parler de l'impact des blessures émotionnelles de l'enfance. Comment un enfant, à travers ce qu'il vit, peut voir sa construction intérieure bouleversée. Mais parfois, ces blessures, elles viennent pas d'un traumatisme. Parfois, pour l'enfant, c'est une incompréhension du monde autour de lui qui l'amène à souffrir. Et Anne Dufourmentel, elle amène un autre point de vue sur certains enfants que je vais t'expliquer maintenant. Et si un enfant qui bougeait trop, qui rêvait trop, n'était pas un enfant difficile, mais juste un enfant en manque de stimulation intellectuelle? Maintenant, on va parler des enfants avec un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Quand on parle de ça, on pense tout de suite à un manque de concentration, à un enfant qui tient pas les places, qui suit pas les règles. Mais si c'était bien plus que ça. Dans son livre, elle offre un point de vue là-dessus que je trouve génial. Elle explique que l'enfant n'est peut-être pas en manque de concentration,
peut-être que sa concentration est juste occupée ailleurs. Et ça, je trouve que c'est un détail qui change tout pour pouvoir s'occuper de ces enfants-là. L'enfant hyperactif, c'est peut-être pas juste un enfant en manque de concentration, c'est peut-être un enfant qui est juste occupé ailleurs. Elle nous explique que l'école traditionnelle suit un cadre bien précis, une classe, un rythme, un programme. Mais ces enfants, en fait, c'est des enfants en quête de nourriture intellectuelle immense, avec un rythme qui leur correspond, sinon, ils décrochent. Et souvent, ce sont eux qui deviennent les cancres de la classe. Et non pas parce qu'ils sont en échec ou parce qu'ils sont pas capables, mais parce que ce qu'on leur propose ne les capte pas. On demande à ces enfants de rentrer dans la norme, alors que cette norme ne leur correspond pas. Moi, je rajouterais que souvent, ces enfants, ils sont très sensibles et très perceptifs. Mais parfois, elle explique que ce qui les absorbe n'a rien à voir avec l'école. Parfois, ça peut être un climat familial pesant, des disputes à la maison, ou des tensions qu'ils ressentent sans même pouvoir les nommer. En fait, je tiens à rajouter qu'on sous-estime énormément à quel point un enfant est capable de tout sentir. Les enfants, ça capte énormément de choses. Par exemple, en parlant des disputes, elle rappelle à juste titre que les conflits ont un impact très négatif sur un enfant. Pour un enfant, hausser la voix, c'est comme hurler pour les adultes. Et pourtant, combien de fois on entend « c'est normal qu'il y ait des conflits, c'est normal que parfois on hausse la voix » ou « c'est rien, ça arrive ». Mais pour un enfant, c'est pas rien. Et lui dire que c'est rien, lui banaliser ça, c'est nier la vérité qu'il est en train de vivre à l'intérieur de lui. Donc lui, ce dont il a besoin, c'est pas qu'on minimise, mais c'est qu'on valide. Et là, je vais t'expliquer des phrases que tu peux dire pour valider ce que ton enfant ou un enfant de ton entourage peut ressentir par rapport à ça. Ça peut être des phrases comme « oui, tu ressens ça »,« oui, c'est difficile pour toi » ou « je vois ce que tu ressens ». Juste ces mots, ça peut déjà changer quelque chose en lui, parce que tu valides sa vérité intérieure. Parce qu'un enfant qui se sent validé, il se sent en connexion et surtout, il retrouve un espace de liberté intérieure. Il comprend alors qu'il a le droit de penser ce qu'il pense, parce que ces enfants-là, ils peuvent avoir peur de leurs propres pensées. Ils sentent tout, ils absorbent tout, et parfois, ils peuvent avoir peur que ces pensées-là soient trop fortes pour le monde des adultes. Donc avec ce passage, je t'invite à adopter un autre regard sur l'hyperactivité. L'enfant hyperactif, il n'a pas besoin qu'on le fasse rentrer dans un cadre, et c'est pas parce qu'il ne rentre pas dans un cadre qu'il a un problème. Il a besoin qu'on ajuste le cadre à lui. Il n'a pas besoin qu'on lui dise « calme-toi ». Il a besoin qu'on comprenne pourquoi il est agité. Alors il faut se demander pourquoi son attention est ailleurs. Donc l'enfant hyperactif, c'est pas un problème à régler, c'est quelque chose à comprendre. C'est un signal qu'il perçoit peut-être plus de choses que nous. Et du coup, si on commençait par l'écouter, plutôt que d'essayer de le faire taire. Comme tu l'as vu, un enfant hyperactif, c'est un enfant qui ressent les choses de manière très forte. Il capte les tensions, les non-dits, des choses qui lui appartiennent pas. Mais il faut bien noter, et tu l'auras compris à travers cette vidéo, que l'enfant que nous étions, on le transporte avec nous toute notre vie. Et parfois, c'est lui qui vient parler dans notre relation de couple. C'est lui qui a peur, qui réclame, qui exige. C'est lui qui se sent trahi, rejeté, abandonné. On croit que l'amour, c'est une histoire entre deux adultes. Alors que souvent, Anne Dufourmentel le dit, c'est une rencontre entre deux enfants. Et deux enfants qui peuvent être blessés. Et alors là, la relation devient un terrain de projection. Elle nous fait tout un passage sur le couple qui est très intéressant pour nous expliquer que parfois, l'autre devient notre miroir. Parfois, on va reprocher à l'autre ce qu'on ne s'autorise pas soi-même. On lui fait porter nos propres interdits, nos propres manques, nos propres peurs. On attend de l'autre, par exemple, qu'il nous offre la liberté qu'on ne s'autorise pas nous-mêmes. Et ça, c'est un principe qui est bien connu en psychologie, qui s'appelle la projection. La projection, qu'est-ce que c'est ? C'est le fait de mettre quelque chose qui nous appartient à l'extérieur de nous-mêmes en pointant du doigt l'autre. Mais comme tu le sais, on le dit souvent, quand j'ai un doigt pointé vers l'autre, j'en ai trois autres qui sont tournés vers moi. Et ça me fait notamment penser à un concept dont parle Carl Gustav Jung. Il nous parle des ombres. L'ombre, qu'est-ce que c'est ? C'est ce que je n'accepte pas à propos de moi et que je remets sur l'autre. Mais attention, ce n'est pas seulement l'ombre, comme on peut l'entendre dans le sens de l'ombre plutôt négative, mais ça peut être aussi une ombre lumineuse, c'est-à-dire une part de moi, un talent que je n'accepte pas et que je vois chez l'autre, mais que je ne vois pas chez moi et qui du coup me mène en souffrance. Je juge chez l'autre ce que je m'interdis moi-même. Je l'envie, je le critique, je l'étouffe, parce qu'au fond, cet autre, il représente une partie de moi que je n'ose pas exprimer. Si on reprend l'exemple du couple, ça pourrait être par exemple le fait de critiquer la personne avec qui on est, parce qu'on trouve qu'elle est trop relaxe, qu'elle lâche trop prise, et qu'elle ne se prend pas assez au sérieux. Et du coup, ça peut profondément nous énerver. Mais ça peut venir parler de notre besoin profond de lâcher prise, et d'une capacité qu'on a à pouvoir le faire, mais qu'on ne s'autorise pas à déployer. Donc rappelle-toi bien que quand je critique l'autre, c'est qu'au fond, il représente une partie de moi que je refuse d'exprimer. Anne Dufourmentel, elle propose une vision qui est forte dans son livre. Elle explique que le coup de foudre, c'est avant tout deux enfants qui se rencontrent. Ces deux enfants qui attendent que l'un et l'autre prennent soin d'eux. Ces deux enfants qui projettent sur l'autre un rôle réparateur.
Le problème là-dedans, c'est que l'enfant, lui, il recherche la stabilité et la protection, là où la relation est sans cesse en mouvement, en évolution. Et du coup, l'enfant, à l'intérieur de nous, peut ne pas accepter ça. Dans ces moments-là, on s'accroche, on exige que rien ne change. Mais c'est pas possible. L'amour, il est jamais immobile. Elle développe aussi un concept qui est super intéressant, qui est celui de la jalousie. Alors elle, son point de vue, c'est que la jalousie nous révèle ce dont on est capable nous-mêmes. Elle explique que c'est une projection de notre propre désir refoulé. Mais alors, est-ce que c'est toujours vrai? Moi, dans mon cas, je pense qu'il faut éviter les généralités à ce sujet-là. Je pense que c'est une piste qui est très intéressante, mais qui n'est bien sûr pas la seule. Alors oui, il arrive que la jalousie soit un miroir des désirs qu'on n'ose pas s'avouer. Mais parfois, elle est le reflet aussi, selon moi, d'une insécurité bien plus profonde et de blessures bien plus marquées que ça. Alors comment est-ce qu'on peut sortir de ce cercle? Eh bien déjà, on va commencer par accepter toutes les parts de nous-mêmes, en intégrant qu'on est à la fois capable de confiance et de doute. Qu'il y a en nous une part qui est capable d'être fidèle et une part qui est capable de trahir. Alors je sais, c'est dur à accepter, mais moins on refoule, moins on va projeter sur l'autre. Et plus on se rencontre soi, plus on va rencontrer l'autre. Et moi je vais même nuancer en me disant que le refoulement c'est quelque chose de naturel et qui arrive, on va pas pouvoir mettre à jour tout le refoulement. Par contre, ce qui est intéressant, c'est d'en avoir conscience. Elle parle aussi du fait que inconsciemment, un jaloux finit par provoquer ce qu'il redoute le plus. Alors moi, ça me fait penser à un concept aussi très connu en psychologie qui parle de la prophétie autoréalisatrice. La prophétie autoréalisatrice, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de rendre une croyance vraie. Par exemple, si je suis jaloux, alors je vais épier l'autre. Je vais le surveiller, je vais même parfois aller jusqu'à l'étouffer par peur. L'autre, en réponse, par complémentarité, va rechercher sa liberté. Et cette quête de liberté, ça peut le conduire exactement là où je redoutais qu'il puisse aller. Alors attention, ça ne veut pas dire que toutes les infidélités sont causées par la jalousie. Mais parfois nos peurs peuvent être le terreau pour ce qu'on redoute le plus. Pour conclure sur ce chapitre, on peut dire que le couple, c'est pas une fusion. C'est pas deux moitiés qui viennent se compléter. C'est deux êtres entiers qui avancent ensemble. Un couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Un couple, c'est vraiment toi, moi et ce qu'on vient construire ensemble. Donc, comme on l'a vu, dans la relation à l'autre, on peut projeter des choses. Mais parfois, c'est pas l'autre qu'on redoute. Parfois, c'est soi-même. Alors, je vais t'inviter à te poser une question avant qu'on élabore sur le prochain sujet. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu te retrouves seul? Est-ce que quand tout est calme, tu sens que quelque chose hurle à l'intérieur de toi? Peut-être que t'aimes pas te retrouver seul parce que tu fuis quelque chose. Et si cette sensation que tu fuyais, cette oppression que tu ressens dans la poitrine, c'était en réalité de l'angoisse? Alors pour définir brièvement ce que c'est l'angoisse, c'est pas juste de la peur. L'angoisse, c'est une vraie tempête intérieure. Selon Anne Dufourmentel, l'angoisse, c'est un conflit intérieur inavoué. Ça peut être un aveu de défaite face à quelque chose qui nous échappe. Elle parle par exemple de l'angoisse matinale, qui elle se définirait vraiment comme le fait que la journée à venir serait dans l'inconscient en tout cas insurmontable. L'angoisse matinale, ça traduit vraiment une peur de l'inconnu, et en général elle s'estompe au fur et à mesure de la journée. Ça peut être une impression que le monde extérieur est trop grand, trop exigeant. Alors l'angoisse, ça va produire un phénomène de repli. Quand l'angoisse devient trop insupportable, la seule stratégie parfois qu'on trouve, c'est vraiment de se replier. C'est se couper du monde. Pour certaines personnes, il vaut mieux ne rien ressentir plutôt de se confronter à un désir qui n'obtiendrait pas de réponse. Et c'est pour ça que certaines personnes choisissent inconsciemment l'anesthésie affective. Parce que aller vers l'élan vital, c'est aller vers ses désirs. Et aller vers ses désirs, c'est parfois apprendre qu'ils ne peuvent pas obtenir de réponse. Et c'est se confronter à une grande frustration en nous. Et ces personnes-là, elles deviennent dévitalisées, sans désir, comme absentes à elles-mêmes. Anne Dufourmentel, elle va plutôt parler de ça comme une défense psychique, mais alors moi, ce concept-là, personnellement, il m'évoque le concept de figement fonctionnel. Le figement fonctionnel, c'est une réponse neurobiologique face au danger. On a vu un peu plus tôt dans la vidéo que dans le trauma, le système nerveux, il peut se figer. L'amygdale perçoit une menace, mais au lieu de fuir ou de combattre, il se fige. Le corps se bloque. Et je trouve que c'est exactement ce qui se passe dans l'anesthésie affective. Le figement fonctionnel, il peut être chronique. Et dans ces moments-là, quand on est figé, on ne vit plus, on survit. C'est comme si, pour l'amygdale, le fait d'aller vers ses désirs était perçu comme une menace. Parfois, ça peut être parce qu'on a trop peur de l'échec, parce qu'on a trop peur du jugement. Et donc le corps, par réaction inconsciente, préfère se figer. Moi, ça me fait vraiment penser à ce concept d'angoisse dont parle Anne Dufourmentel. Mais alors comment en sortir? Comment revivre? Revivre pour elle se constitue de deux choses. Déjà, revivre pour elle, c'est revenir sur les traces du passé, encore vivantes, encore présentes, pour pouvoir les réparer, pouvoir venir soigner les plaies. Mais revivre, c'est aussi renaître, c'est expérimenter différemment, c'est appréhender le réel sous une nouvelle forme. C'est reprendre contact avec ce qui est en nous, malgré la peur. Elle développe aussi un passage qui est selon moi très intéressant. Et je dis pas ça parce que je suis psy, mais elle parle de l'impact de la parole sur l'angoisse.
Parce qu'on peut se demander après tout, est-ce que parler, ça aide à résoudre l'angoisse? Et c'est vrai que de nos jours, j'entends beaucoup le fait de pouvoir dire j'intellectualise trop mes émotions par exemple. Or, elle apporte un point de vue qui est selon moi très intéressant. Elle explique que parler, c'est ressentir. La parole, c'est du souffle, du corps, une vibration. Nous sommes des êtres de langage. Et la voix, c'est vraiment le lieu de rencontre entre le corps et l'esprit. Donc c'est vrai qu'en ce moment, on parle beaucoup de guérison par le corps, et j'avoue que c'est moi-même quelque chose auquel je me suis vraiment intéressée. Mais il ne faut pas oublier le mental, et il ne faut pas oublier que le mental peut être un allié précieux sur ce chemin. Il ne s'agit pas de fuir ses pensées, il s'agit d'apprendre à les écouter autrement. Et en fait, quand on parle à quelqu'un, il y a quelque chose de vraiment unique qui se passe. On peut s'entendre. Seul, on est enfermé dans un écho intérieur, alors que face à l'autre, nos mots prennent un tout nouveau sens. Quand quelqu'un nous arrête sur un mot, alors quelque chose de nouveau peut émerger, et un nouveau sens peut exister. Et si parler, c'était pas juste dire, et si parler, c'était aussi s'écouter. Alors je t'invite à voir l'angoisse, non pas comme un signe de faiblesse, mais comme un signal à prendre en compte. C'est un signal qu'il y a quelque chose en nous qui demande à être entendu. Alors, est-ce que tu vas oser écouter ce signal? Comme on l'a vu, l'angoisse, c'est souvent une lutte intérieure. Un conflit entre ce qu'on ressent au plus profond de nous et ce qu'on ose vraiment exprimer. Mais ces conflits ne naissent pas seulement en nous. Certains y prennent racine dans des liens plus anciens, comme ceux de l'enfance. Il faut savoir que notre place, notre rôle, ils se construisent dès nos premiers instants de vie, et parfois pas mal à travers la fratrie. Et je trouve ça super qu'elle ouvre ce sujet-là, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'influence des liens qu'on peut avoir avec nos parents, mais peu de ceux qu'on peut avoir entre frères et sœurs. Une fratrie, c'est vraiment un lien unique. Mais parfois, c'est un espace invisible de tension et surtout des pactes de non-dit. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que toi, ton frère, ta sœur, vous viviez le même schéma? Comme si vos vies étaient liées par un accord silencieux. Mariage en même temps, enfant en même temps. Ça, c'est ce que Anne Dufourmentel nomme le pacte d'enfance. Ce pacte, il est inconscient. Il n'existe pas toujours, mais il peut être présent. Et il peut se manifester, comme on l'a vu, par des trajectoires parallèles, mais également par des trajectoires opposées, comme si la fratrie se divisait les rôles. Ça s'appelle le partage des territoires. Par exemple, un enfant suit les règles, l'autre s'en affranchit. L'un réussit les études, l'autre non. L'un fonde une famille, l'autre reste libre. C'est comme si la fratrie, à deux, formait un seul et même être complémentaire. C'est comme si exister pleinement briserait l'équilibre familial. Même dans les fratries où tout semble bien aller, il y a certaines dynamiques qui peuvent être intéressantes à observer. Parce que par exemple, la fusion, ça mène inconsciemment à de la haine. Pourquoi? Parce que se sentir trop lié à quelqu'un, c'est comme nier une part de soi qui a envie d'exister. Et donc ça peut amener à des rancœurs. Et cette tension, cette ambivalence, elle est là dans toutes les relations fortes. Et je trouve ça intéressant qu'elle puisse parler de la fratrie parce que c'est souvent quelque chose d'oublié. La fratrie, ça peut être une force. Un lien fraternel, c'est vraiment un lien qui évolue, à condition qu'on ose le questionner. Alors on a vu comment nos relations nous influencent, mais parfois c'est notre équilibre personnel qui vacille. Et ce vacillement, on peut le ressentir dans notre sommeil. Et dans ces moments-là, parfois, c'est le sommeil qui nous échappe. Et si on voyait également l'insomnie non pas comme un problème à régler, mais comme un message à décrypter. Alors moi je trouve que c'est vraiment le thème principal de ce livre, de comprendre les messages cachés derrière nos symptômes psychologiques, et c'est vraiment mon credo. Donc lorsqu'une personne souffre d'insomnie, la première question à se poser n'est pas comment retrouver le sommeil, mais plutôt de quoi cette insomnie vient me parler. L'insomnie, elle a toujours une fonction, on a toujours une bonne raison de ne pas s'endormir. Donc plutôt que de lutter, est-ce qu'on n'écouterait pas le message qu'elle a à nous faire passer? Et la première question que je t'invite à te poser est quels sont les bénéfices que j'ai à ne pas dormir? Bon là tu vas commencer à me dire, il n'y en a pas. Et je peux comprendre qu'il y ait cette réponse qui te vienne en automatisme. Mais peut-être que rester éveillé, ça nous protège inconsciemment de quelque chose. Par exemple, peut-être que la fatigue du lendemain nous sert à éviter certaines responsabilités qu'on n'a pas envie de prendre. Ou peut-être que c'est une manière d'échapper à des pensées qui sont trop lourdes. Ça peut être aussi par exemple quelqu'un qui refuse d'aller se coucher parce qu'il a tellement peu de moments pour lui que ces moments-là sont les seuls moments qu'il peut avoir avec lui-même. Mais paradoxalement, il n'en profite même pas. Donc je t'invite à te poser la question, si t'es concerné, qu'est-ce qui se cache derrière ton insomnie? Une piste essentielle pour comprendre ce qui se joue, c'est de noter tes rêves. Parce que la nuit, notre inconscient, il nous parle. Il nous envoie des symboles, des images, qui nous donnent des clés sur ce qu'on est en train de traverser. Et les rêves, c'est pas seulement rejouer le passé, mais aussi trouver des clés dans le présent qui peuvent nous aider. Par exemple, tu fais des cauchemars de manière récurrente, essaye d'observer les figures qui interviennent dans ton cauchemar pour venir t'aider, et ce qu'elles symbolisent pour toi. Donc vraiment, noter ses rêves peut être très aidant. D'ailleurs, moi je le fais. Enfin, j'essaye plutôt. Parce que pour être honnête, ça m'arrive à plein de moments de me réveiller, d'avoir les rêves en tête, de me dire dans tous les cas je vais m'en rappeler, puis finalement quelques minutes plus tard en voulant les noter, j'oublie. Donc le conseil que je vais te donner, si tu veux pas finir frustré comme moi, c'est plutôt d'avoir un carnet à côté de toi et de noter tes rêves avec quelques mots-clés dès que tu te réveilles.
parce que sinon il risque de t'échapper. Et là-dessus, c'est l'inconscient qui joue bien son rôle. Anne Dufourmentel, elle explique qu'il existe 2 types d'insomnie. L'insomnie par excès de stress, celle qui nous empêche de lâcher prise pour accéder au sommeil. Et l'insomnie d'angoisse, celle qui nous réveille brutalement à 2-3 heures du matin et dans laquelle on sent que ça va pas être possible de se rendormir. Et dans ces moments-là, comme par magie, tout ce qu'on cherchait à éviter apparaît. La nuit, elle amplifie ce qu'on fait taire le jour. L'insomnie, tu peux aussi la voir comme un entre-deux. Elle apparaît dans des moments de transition. Elle apparaît quand on n'habite plus pleinement notre propre existence. Dans ces moments-là, c'est une vraie fatigue de vivre qui se manifeste. Mais l'insomnie, je t'invite à la voir pas comme forcément quelque chose de négatif, mais aussi comme quelque chose qui t'ouvre la porte. C'est une opportunité vers ta créativité, vers ton inconscient, vers ton imaginaire. Et si l'insomnie était aussi un moment qui nous permettait de nous retrouver nous-mêmes? Elle explique dans le livre que le rêve a une importance cruciale dans nos vies. Elle parle d'expériences dans lesquelles on prive les personnes de rêver, et cela révèle une grande détresse psychologique chez elles. Alors moi je tiens à nuancer ça, c'est pas juste le fait de pas rêver qui entraîne une grande détresse psychologique dans ces expériences, mais notamment le fait de ne pas dormir. Mais après le rêve a une place importante quand même dans le sommeil. Imagine ça, un tiers de notre vie est consacré à dormir. Ça veut dire que pendant un tiers de notre vie, il y a une part de nous qui existe et qui nous échappe. Moi, je trouve ça fascinant. Nos rêves, c'est pas juste des scénarios absurdes, c'est des parts de nous qui essaient de se révéler. Donc plutôt que de combattre l'insomnie, et si on cherchait à l'écouter? Et si on cherchait à écouter ce qu'elle a à nous dire, plutôt que de la fuir à tout prix? Parce que chercher à la fuir, c'est chercher à fuir des parts de nous-mêmes. Et peut-être qu'apaiser ces nuits, c'est apprendre à habiter pleinement ces jours. Et on arrive sur la dernière partie. Quand le sommeil nous échappe, c'est parce que souvent, une part en nous cherche à échapper à quelque chose. Un conflit, un vide, un sentiment d'incomplétude. Comment est-ce qu'on comble ce vide? Certains cherchent la fuite dans le sommeil, et d'autres personnes cherchent à l'endormir autrement. Et c'est souvent là que commence le chemin avec les addictions. L'addiction, c'est pas juste une habitude incontrôlable ou un phénomène de dépendance psychique et physique. C'est un vide à combler, un manque, une absence, une faille qu'on ressent en nous et qu'on cherche à tout prix à fuir en se remplissant d'une substance ou d'un comportement. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire dans ces moments-là, la substance, elle comble pas le vide, elle l'endort. Anne Dufourmentel, elle compare ça à un petit monstre à l'intérieur de nous, qui hurle et qui a toujours besoin de plus de cette substance pour se sentir rempli, mais en fait finalement ce monstre ne se sent pas rempli. Ça l'apaise temporairement, jusqu'à ce qu'il vienne hurler pour en avoir encore plus. Parce que ce qu'on fuit finit toujours par nous rattraper. Comme on l'a vu, on vit dans une société qui nous en demande toujours plus de productivité. Et parfois, l'addiction permet d'être un excitant qui nous permet de tenir le coup face à des exigences qui sont beaucoup trop élevées pour nous. La caféine pour rester éveillé, l'alcool pour se détendre après une journée intense, une cigarette pour venir anesthésier nos émotions. L'addiction, c'est aussi une recherche d'une certaine liberté, de fuir certaines contraintes. Mais je tiens à rajouter que paradoxalement, ça nous prive de toute liberté. Parfois, on peut avoir le fantasme que la liberté, c'est faire ce que je veux quand je veux. Mais est-ce que c'est vraiment le cas quand on souffre d'addiction? Moi, je pense que non. Par exemple, la personne qui va prendre un verre par addiction, elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut quand elle veut. Elle est prisonnière de son addiction à ce moment-là, même si elle pense faire ce qu'elle a envie de faire sur le moment. La vraie liberté, c'est le fait d'avoir le choix de faire ou de ne pas faire. Quand on se retrouve face à une substance et qu'on peut avoir le choix de la prendre ou de ne pas la prendre, elle est là la vraie liberté. Quand s'abstenir devient un supplice, alors on n'est plus dans de la liberté. On devient prisonnier. Souvent, une personne addicte, elle construit sa personnalité autour de son addiction. Et cette addiction, elle devient une force de vie. Et c'est pour ça qu'on peut voir chez les personnes addictes des résistances à guérir cette addiction. Parce que forcément, c'est comme si on leur enlevait leur force de vie, ce qui les aide à tenir le coup. Donc parfois, cette addiction, elle se déplace sur une autre pour maintenir cette force de vie. Mais finalement, l'enjeu, c'est vraiment de retrouver cette force de vie. Du coup, si on réussit à arrêter, le vide, il va réapparaître. Et si la clé, c'était d'apprendre à se confronter à ce vide qu'on ressent? Alors bien sûr, c'est pas facile. Mais si on résout pas ce vide, il trouvera une autre manière d'exister. Ce vide, d'où il vient? Tu peux te poser la question à juste titre. Il ne vient pas toujours d'un trauma unique, mais parfois d'une accumulation de blessures. Ça peut être par exemple un enfant qui a été régulièrement rabaissé, à qui on a régulièrement reproché des choses. Parce que ça devient un enfant qui a dû se conformer sans jamais être lui-même. Et cet enfant, il a appris petit à petit à se déconnecter de soi. Et du coup, il a cherché à combler cette déconnexion à l'extérieur de lui. La honte est très présente dans les addictions. Elle va faire que la personne va minimiser ce qu'elle est en train de vivre. Mais finalement, en faisant ça, on nie encore plus une part de soi. Et donc, paradoxalement, on est encore plus déconnecté de soi-même. Tu vois un peu le cercle vicieux qui se met en place dans ces moments-là? Ce que l'on repousse en dehors de nous-mêmes revient toujours plus fort. L'addiction, ça peut avoir une fonction paradoxale qui est celle de créer un cadre.
Quand on est déconnecté de soi, on n'a plus de limites. Alors, on va chercher ces limites à l'extérieur, parce que l'addiction peut venir cadrer quelque chose chez nous. Ça nous permet de nous ritualiser, de créer certaines habitudes. Et puis quand on laisse une substance décider pour nous, alors on n'est plus responsable du choix. Mais il faut savoir que ce cadre, c'est une illusion, et ça remplacera jamais la connexion qu'on peut avoir à nous-mêmes, et le cadre qu'on peut créer pour nous-mêmes, à l'intérieur duquel on se sentira libre, parce que c'est nous-mêmes qui aurons choisi les contraintes. Alors, c'est important que je te dise que l'addiction, c'est pas une fatalité. Mais elle disparaîtra pas en la combattant. Parce que si tu la combats, c'est comme si tu combattais des parts de toi. Or, le but, c'est de rentrer en connexion avec soi-même. L'addiction, elle disparaîtra quand le vide qu'elle tente de masquer ne sera plus à combler. Et si la vraie guérison, c'était celle de se reconnecter à soi-même. Comme tu l'auras compris dans cette vidéo, dans la vie, on est rempli de certitudes. On pense savoir qui on est, comment on fonctionne. Et on s'accroche à ces repères parce qu'ils nous rassurent. Mais un jour, quelque chose peut craquer. Une relation peut vaciller, des blessures peuvent apparaître. Et nous voilà dans un choix. Rester dans ce qu'on connaît ou oser regarder les choses autrement. Et moi je dirais que la clé c'est pas de se libérer, c'est de s'accueillir pleinement. Et c'est là qu'elle est, la vraie libération. Vouloir tout guérir, tout effacer, tout maîtriser, c'est encore une façon de se fuir soi-même, déguisé sous un autre masque. Le travail sur soi, il destine pas à devenir quelqu'un d'autre, mais plutôt à réunir toutes les parts de soi qui existent et qui sont déjà là. Plonger en soi, c'est un risque énorme. Ça vient bousculer nos défenses, nos relations, tout ce qu'on a mis en place depuis des années. Mais on prend quel risque au juste? Celui de se perdre ou celui de se retrouver pleinement? Pour moi, se rencontrer soi, c'est le seul voyage qui en vaut la peine. Et j'espère qu'avec cette vidéo, pour toi, ce voyage, il commence maintenant.